Bonjour à tout le monde. C'est l'après-midi de la veille de Noël, donc le 24 décembre 2025. La bourse américaine a terminé à 1 heure. Et la bourse des marchés à terme aussi a terminé à 1 heure. Et donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, finalement, ça veut dire que finalement, on a atteint en plus aujourd'hui, comme cadeau de Noël, ce qu'on appelle le rallye de Santa Claus. Santa Claus Rally, c'est-à-dire le marché a fait de nouveaux sommets. On parle du S&P 500. Et c'est quand même étonnant, il ne fait que monter, monter, monter. Naturellement, ça crée une certaine crainte dans plusieurs. Ils disent, ah oui, mais c'est l'intelligence artificielle, puis tôt ou tard, ça va faire comme dans le cas dans les années 90, quand ça a explosé avec l'Internet, et puis ça montait, puis paf, ça s'est mis à tomber. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça reste que malgré toutes les craintes de M. Trump, malgré toutes les critiques sur lui, malgré les tarifs et tout ça, tout a l'air de bien aller. Et voilà. Et une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la frontière des possibilités de production. C'est un sujet pas tout à fait, enfin, en soi, ça veut dire quelque chose, mais d'autres vidéos qu'on a fait, ça touchait peut-être à des sujets semblables, mais pas aussi clair que celui-ci. Donc, la frontière des possibilités de production, c'est que finalement, on ne peut pas produire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on a des ressources limitées et un pays a des ressources limitées. Donc, il peut faire certaines choses, mais il ne peut pas en faire d'autres. Alors, s'il veut faire autre chose, il faut qu'il réduise la production de ce qu'il fait actuellement. En d'autres mots, on ne peut pas mettre les ressources euh, toutes, mettons, si on utilise, attends, au lieu d'y aller, de parler comme ça, je vais vous montrer les pages. Allez à la première page. La première page dit définition. La frontière des possibilités de production, la FPP, représente l'ensemble des combinaisons maximales de biens et services qu'une économie peut produire avec ses ressources disponibles et sa technologie actuelle. Naturellement, les ressources sont limitées. Par exemple, on a le travail est limité. Ça dépend combien on a de personnes qui travaillent. Ensuite, le capital est limité. La terre, finalement, est limitée aussi. La technologie, c'est ce que c'est. Ensuite, il y a des choix nécessaires à faire. Allocation optimale des ressources. Et finalement, la production au maximal, c'est combinaison efficiente possible. C'est-à-dire, on ne peut pas produire juste des chaises ou juste des ordinateurs ou juste des voitures, mais il faut qu'on fasse la balance avec tous ces différents produits, de façon que quand on produit, mettons, quand on met des ressources pour faire un produit, ces mêmes ressources ne peuvent pas être utilisées pour faire un autre produit. Donc, c'est là le choix. Finalement, c'est ça le sens de la frontière. Il y a une frontière dans l'utilisation des ressources et tout ça. Donc, pour continuer, l'hypothèse de base, on a des ressources fixes. La quantité de facteurs de production est donnée et limitée. Ça, on comprend. Technologie constante. On suppose que les méthodes de production restent inchangées. On sait que c'est pas vrai et c'est ça qui ça fait la différence possible, finalement, mais on suppose ici, comme hypothèse de base, que la technologie n'évolue pas, est toujours la même. Ensuite, on fait l'hypothèse du plein emploi, c'est-à-dire tout le monde est occupé à travailler. Donc, plein emploi zéro. Euh, Zéro chômage, je veux dire. Deux biens, et là, on fait l'hypothèse de deux biens. Pour simplifier, on considère seulement deux types de produits, c'est-à-dire le produit Y et le produit X. Ça, c'est, vous l'avez ça à la page 4. Donc, vous avez une courbe, l'interprétation de la courbe. Sur l'axe horizontal, c'est le bien X en unité, et sur l'axe vertical, il y a le bien Y. Vous notez que si on fait 100 unités Y, on fait 0 unités X, parce que toutes les ressources sont prises pour faire des unités Y. Et à l'opposé, mettons que vous mettez vous produisez X de produit X, mettons à peu près à 55, une chose comme ça, et puis vous vous retrouvez à faire plus ou moins même les Y se retrouvent à être à peu près au même niveau. En d'autres mots, la somme doit toujours quand même donner 100. La somme des biens qu'on produit X et Y. Donc, les points, attention bien, les points sous la courbe. Donc, point avant de dire ça, point sur la courbe.
Donc, les petits points noirs là qu'on voit sur la courbe. La production est efficiente. Toutes les ressources sont pleinement utilisées. Parfait. Les points sous la courbe, production inefficiente, ressources sous-utilisées, il y a le chômage, capacité inutilisée, etc. Plusieurs pays se retrouvent dans cette situation, surtout les pays qu'on définit encore peut-être aujourd'hui du tiers-monde. Les points au-dessus, donc plus haut que la courbe, impossible avec les ressources et technologies actuelles. Donc finalement, on ne peut pas aller au-dessus de la courbe avec ce qu'on a comme moyen actuellement. Et naturellement, il y a toujours le risque d'aller en dessous de la courbe. La courbe comme telle est optimale. Si on produit beaucoup de X, on produit moins de Y et vice-versa. Donc le coût d'opportunité, regardez ça, c'est important. Définition, la valeur de la meilleure option à laquelle on renonce pour produire une unité supplémentaire d'un bien. Peut-être l'exemple, regardez, c'est la plus simple. Quand il donne l'exemple à la fin de la page. Si on augmente la production de voitures de 100 unités, on doit renoncer à produire 50 ordinateurs. Donc, le coût d'opportunité d'une voiture est 50% d'un ordinateur. C'est ça le coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on doit renoncer pour faire plus d'un produit plutôt que de l'autre? Donc, la définition est la valeur de la méthode, de la meilleure option à laquelle on à laquelle on renonce pour produire une unité supplémentaire d'un bien. Concept clé. La forme concave de la courbe reflète la loi des rendements décroissants. Le coût d'opportunité augmente quand on se spécialise. Implication. Chaque choix de production implique un sacrifice. Il n'y a pas de repas gratuit en économie. Et nous, qu'on est en finance, c'est la même chose. No free lunch, on dit en finance, c'est la même chose. Donc, l'efficacité productive à la page suivante, il dit production efficiente. On se trouve sur la courbe, impossible de produire plus de biens sans réduire la production de l'autre. Ça, c'est la production efficiente. Quand la production a été inefficiente, on se trouve sous la courbe, en dessous. Des ressources sont gaspillées ou sous-utilisées. On peut améliorer la production. Notez que la production inefficiente, plusieurs pays se retrouvent dans cette situation-là, quand même. Objectif économique fondamental, atteindre et maintenir la production sur la courbe pour maximiser le bien social, le bien-être social, avec les ressources disponibles. Cela nécessite l'allocation optimale de tous les facteurs de production. Donc ça, c'est le rôle du gouvernement, finalement, qui devrait favoriser tout ça. Finalement, on peut déplacer la courbe? Oui, on peut la déplacer. C'est ce que vous avez à la page 7, l'améliorer en quelque sorte. Vous avez la courbe qui est foncée, c'est la traditionnelle, celle qui fait de 100 de Y ou 100 de X. Mais la courbe plus haute, c'est le déplacement de la courbe, c'est-à-dire on peut améliorer les rendements. Voyez-vous, ça va de 150 à 100. Donc finalement, regardez, croissance économique, déplacement vers l'extérieur de la courbe, un facteur de déplacement, donc le progrès technologique, donc nouvelle méthode plus efficace, augmentation de ressources, plus de main-d'œuvre ou capital, amélioration de la formation, travailleurs plus qualifiés, et meilleure organisation, spécialisation du travail. C'est ce que ça vous donne, quand on lit tout ça, ça donne un peu l'impression de ce que le gouvernement, mettons, de la province ou le gouvernement fédéral veulent faire. Par exemple, si on n'a pas assez de personnel pour faire le travail, ben on favorise l'immigration. Naturellement, l'immigration, il y a des immigrations des gens qui sont ultra qualifiés, donc ils sont tout de suite producteurs. Il y a une autre immigration pour laquelle finalement ça prend, c'est pas vraiment celui qui arrive ou la famille qui arrive, mais ce sont les enfants et les enfants des enfants et tout ça. Mais finalement, tout ça, c'est des techniques finalement pour augmenter comment dire, la forme de la courbe, la porter vers le haut de la courbe X, Y.
Un exemple ici est donné par les canons versus beurre. Ça, c'est une vieille affaire de toujours. Si on produit des canons, on ne produit pas de beurre. En d'autres mots, si on se prépare pour faire des guerres, les ressources vont pour faire donc les affaires de guerre et on produit moins de beurre pour manger et vice-versa. Donc ça, c'est classique depuis toujours. Autrefois, il y a eu des révolutions parce que les rois voulaient faire, je ne sais pas, la guerre et puis le peuple voulait plutôt manger en quelque sorte. Il y a des cas historiques finalement intéressants, mais sans rentrer dans dans l'histoire de tout ça, mais vous les avez surtout dans la Grande-Bretagne, ces histoires-là. À un certain moment, il y avait un roi qui voulait faire, je ne sais pas, une flotte pour faire la guerre à quelqu'un. Mais finalement, les gens ou le Parlement lui a dit non, et puis finalement, lui qui insistait, donc on a coupé la tête au roi. Je pense que c'est ça à peu près. Le seul roi d'Angleterre auquel on a coupé la tête, c'était dans ce cas-là. Donc, voyez-vous, donc le coût, dans le cas du canon, des canons versus le beurre, donc le coût d'opportunité, chaque canon supplémentaire coûte une certaine quantité de beurre non produit. C'est ça. Donc, les points clés à retenir, parce que c'est évidemment ce qu'on dit ici, c'est important. En passant, oui, en pensant le Canada, combien de ressources il a, c'est extraordinaire. Au fond, c'est le deuxième plus grand pays au monde. Et puis, c'est plein finalement, de possibilités, plein de... Moi, je viens d'arriver d'un voyage où j'ai été à Saint John, dans Newfoundland, Saint John, enfin, Terre-Neuve, Newfoundland. Et je me suis demandé de quoi ils vivent ici, parce que je n'ai pas vu d'industrie. En réalité, ils ont la pêche, naturellement, qui est importante, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'électricité de Churchill Falls, finalement, qui est administrée avec l'Hydro-Québec, peut-être, enfin, je ne connais pas trop l'affaire, et finalement, ils payent très peu de courant, le courant électrique. Ensuite, sur le Labrador, ben, finalement, apparemment, il y a des mines de nickel, il y a des mines finalement de fer. Et finalement, sur l'océan, tout près d'eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des tours pour extraire le pétrole. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais sur le moment, ça a été un grand boom il y a, je ne sais pas, 20 ans, le fait de découvrir du pétrole là. Donc, finalement, comment dire, leur produit intérieur brut, finalement, ce que j'ai regardé, produit intérieur brut pour capital, c'est beaucoup plus élevé que le produit intérieur brut pour le Québec. L'explication, c'est qu'ici, on importe des gens qui commencent finalement à s'installer, donc leur salaire au départ est bas et puis tout ça, tandis que là, non, l'immigration, enfin, ce que j'ai constaté, c'est pas un endroit qui attire beaucoup, je crois, je dois vous dire. OK, finalement, point clé à retenir. Rareté. Les ressources sont limitées face à des besoins illimités. 2. Le choix. Toute décision implique des arbitrages et des sacrifices, bien sûr. 3. Coût d'opportunité. Mesure la valeur de ce à quoi on renonce. L'efficacité. Objectif, maximiser la production avec les ressources disponibles. Et 5. Croissance économique, l'innovation et l'investissement déplacent la courbe vers l'extérieur. Donc, il dit que la FEP est un outil fondamental pour comprendre les contraintes économiques. Et je crois que ça vous intéresse éventuellement de fouiller plus profondément ça. C'est vraiment un sujet très intéressant. Soi-disant, ben, joyeuse fête, parce que finalement, le fameux Noël, vous savez, il y a une chose, dans le Wall Street Journal, auquel nous, on est abonnés en tant que gestionnaire de portefeuille, on regarde beaucoup tout ce qui se passe aux États-Unis. Et naturellement, on est abonné aux journaux américains. Et le Wall Street Journal, ou aujourd'hui, pardon, celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il publie un article il le publie depuis, je pense, 1946. C'est toujours le même. C'est toujours le même article. Et il raconte finalement de qu'est-ce que c'est le Noël et qu'est-ce que c'était, enfin, l'Empire romain, puis toutes des choses comme ça. Si vous pouvez mettre la main sur ce Wall Street Journal, c'est quand même intéressant de lire cet article qui, comme je vous dis, il est vieux. L'auteur est décédé depuis longtemps et c'est un journaliste du Wall Street Journal. Et je pense qu'il a écrit ça en 1946 et puis à chaque année, le Wall Street Journal le publie.
Et voilà. Et voilà, donc joyeuse fête à tout le monde.